Bon, alors, oui, on va commencer par les présentations. Donc, ce dialogue performance va se jouer entre Camille de Brabant et Édouard Boyer. Donc, alors, je lis une partie de ce qui m'a été envoyé. Édouard Boyer, donc depuis 1998. L'artiste français Édouard Boyer élabore son œuvre sous forme sérielle, chaque série étant régie par un protocole précis. Plus intéressé au processus qu'au résultat, il identifie l'œuvre au protocole à l'origine de formes, objets, images ou même récits. N'étant pas conçus comme évolutifs, ces protocoles sollicitent toutefois la participation de professionnels susceptibles d'infléchir leur développement. Donc, je ne vais pas aller là je ne veux pas dévoiler donc ce qui va se jouer et se présenter de manière imminente. Et ce dialogue donc engage également Camille de Brabant, docteur de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en histoire de l'art contemporain. Camille a consacré ses recherches de doctorat au sort théorique réservé à la peinture à l'ère du postmoderniste entre 1962 et 1989. Après avoir collaboré aux expositions et publications du cabinet d'art graphique de l'École des Beaux-Arts de Paris de 2005 à 2012, donc à Terre à Valenciennes, puis Aix-Marseille, et enfin, tu enseignes aujourd'hui l'histoire de l'art et la théorie de l'art à l'École de design d'Angers et de Nancy, et tu es également en train d'élaborer un vaste programme de commissariat, d'exposition et de publication sur la peinture contemporaine. Donc je vous laisse à présent la place et la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne, et merci aux trois organisatrices, Anne, Carole et Christine, pour cette invitation et cette occasion qui nous est offerte d'expérimenter une forme singulière d'entretien. Évidemment, je remercie aussi Édouard d'avoir accepté sans hésiter de se prêter au jeu. Depuis 1998, Édouard Boyer élabore son œuvre sous une forme sérielle, chaque série étant régie par un protocole précisément défini, dont résultent aussi bien des formes que des objets, des images ou même des récits. Inscrit au cœur de son travail, le principe de variabilité opère à différents niveaux dans ses œuvres évolutives, dans le temps et dans l'espace. Dès leur titre, les œuvres revendiquent la notion de devenir associée à la mention « depuis », qui souligne le développement des séries dans le temps. Opposées à toute idée de clôture, ces œuvres sont conçues comme résolument ouvertes et proliférantes, privilégiant la forme de la collection et de la banque d'images. Cette intervention se propose d'examiner les formes, les spécificités et le sens que recouvrent la variabilité et l'instabilité dans ces œuvres, traversée de changements de médium et de support et parcourue de déplacements physiques et géographiques qui s'insinuent jusque dans l'espace d'exposition. Parmi les facteurs et les agents de cette variabilité, nous reviendrons sur les procédés de délégation, de commande et de coproduction et de sous-traitance qui engagent la participation d'un tiers, qu'il soit professionnel ou amateur. Nous interrogerons l'incidence sur les œuvres de ces contributions extérieures, issus d'intervenants sollicités pour leur expertise ou d'acteurs dont le champ de compétences peut être passablement détourné. Imaginez à deux voix cette analyse des ressorts et des enjeux de la reformulation constante de l'œuvre d'Édouard Boyer est ainsi proposée sous la forme collaborative d'un échange avec l'artiste. Parmi les œuvres témoignant de la manière la plus explicite du principe de variabilité s'impose la série Exemplaires Fabrique, initiée en 1999, qui se déploie selon une logique de déclinaison de médium et de support. L'énoncé du protocole indique qu'il s'agit de passer commande à un artisan sculpteur de la représentation d'une situation, à savoir un homme en menace un autre avec un revolver par derrière, qui devient ensuite objet d'interprétation ultérieure par d'autres corps de métier des marchés, pour, je cite, « interpréter et reconduire cette forme, chaque interprétation pouvant être à son tour l'objet d'une nouvelle interprétation ». Dès lors, ont été sollicités une douzaine d'artisans, sculpteurs, pâtissiers, dessinatrices sur porcelaine, brodeuses, fabricants de drapeaux et d'enseignes lumineuses, ciseleurs graveurs, graphistes, sérigraphistes, reprographistes, imprimeurs et photographes, à l'origine d'un ensemble de produits de consommation
Gâteaux, services à thé, sérigraphie, édition de cartes postales, création, logo en néon, etc. Le jeu entre l'interprétation et la reconduction d'une forme offre un intervalle sensible d'intervention et d'inflexion, pouvant à terme conduire à une déformation croissante de la représentation, finalement méconnaissable. À l'évidence, Édouard, dans ton travail, la variabilité est investie d'une connotation positive, conçue comme un facteur d'enrichissement, davantage qu'associée à une idée de précarité ou d'épuisement des formes. Dans cet exemple précis, elle est au service d'un contraste entre une situation menaçante et une gamme très variée de produits dérivés, devenus supports de représentation, voire de communication, sinon de propagande. Développes-tu ici une réflexion critique sur les modes et les supports de diffusion et circulation des images et leur rôle dans la réception de ces images qui ruinent ou exacerbent la violence de la représentation ? Des critères particuliers ciblent-ils le choix des artisans sollicités en faveur d'un écart sensible, pas d'armurier par exemple, pour représenter la situation ? Bonjour, d'abord je joins mes remerciements à ceux de Camille, un remerciement à tout le monde. Et pour répondre à la question, pour Exemplaire Fabrique, il s'agit de solliciter des artisans qui peuvent traduire une forme d'un médium à l'autre, d'une matière à l'autre. L'obligation du changement, de la divergence et donc de la diversité est le seul, ou certainement le premier critère qui entre en jeu. Quand elle ne s'exerce pas sur le terrain des moyens d'expression, se succédant dans un défilé à l'hybridité toute postmoderne, la variabilité opère dans le travail d'Édouard Boyer d'autres formes de déplacement. Autre emblème de la mutation permanente de son œuvre, la série Merline, engagée en 2006, joue elle aussi d'une diversité de supports, en même temps qu'elle organise une mise en mouvement incessante du projet. D'abord imprimé sur des affiches disséminées dans la ville en 2006, le logo de Berline, une dent et sa racine inscrite dans un cercle, se retrouve en 2007 tatoué sur une colonie de membres. La cartographie de leur localisation dessine un polygone dont la forme varie constamment au gré de leur déplacement. Et là, je donne une petite explication pour bien comprendre. C'est que l'image que l'on voit en bas, avec les photographies dans la galerie Mars à Berlin, les petites taches rouges qu'on voit aussi sur la photographie sont des polygones qui dessinent à tel jour la cartographie que fait cette colonie, c'est-à-dire que chaque point du polygone est une des personnes tatouées, une des personnes de la colonie, et est représentée, quelles que soient les distances, au même format, donc toujours au même format. Donc ça crée une image de la surface, mais qui ne donne pas une idée de l'échelle. Et donc l'image d'en bas, c'est 3 mois, si mes souvenirs sont bons, c'est 3 mois de divergence de ce polygone. En 2013, le prolongement au Maroc du projet implique de nouveaux acteurs et donc de nouvelles formes. Et là aussi, petite explication, j'ai investi aussi donc cette petite ville d'Essaouira avec ce même motif et cette même colonie. Le projet était, un peu comme Exemplaire Fabrique, de faire travailler les artisans de la ville, donc des peintres, des bijoutiers et de la marqueterie, mais il y a eu d'autres métiers sollicités. Dans le développement de sa forme plastique, l'œuvre s'affranchit littéralement de son auteur, dans un périmètre dont les bornes restent néanmoins définies et encadrées par l'énoncé du protocole. À propos d'une autre série, Missing, tu évoques un projet illimité à l'échelle de ta vie. Cette question de la limite est précisément celle que tu avais adressée à la cartomancienne dans le projet Fortune pour Snowy, au FRAC Poitou-Charentes, où sont mes limites. Dans une logique de radicalisation de ce procédé de transfert et de délégation, ne peut-on imaginer que l'œuvre ne se développe absolument sans toi, au-delà justement de ta présence ? Tous mes projets prennent donc la forme de protocoles et ces protocoles se déterminent d'abord par leur date d'instauration, d'où le depuis telle année, et ne prévoient pas de fin, ce qui, au-delà de ma confiance en l'avenir, est une garantie d'ouverture. Ce que je veux dire, c'est que le protocole autorise plus qu'il n'encadre, plus qu'il ne contient. Et il est tout à fait possible que chacun d'eux soit prolongé au-delà de ma propre vie. Si je prends un autre exemple, le projet Nicolas Carré, que l'on voit donc illustré par cette planche. Depuis 2004, je figure Nicolas Carré dans les pages des journaux
comme en tant que témoin du jour. Je donne mes traits donc au nom d'un inconnu, et qui existe. Et cet inconnu témoigne grâce aux images de photographes anonymes ou reconnus, et grâce aux récits d'écrivains. On peut imaginer que ce jeu ne s'arrête pas après ma disparition. En effet, des auteurs pourraient animer à nouveau cette figure du témoin à partir d'autres images, d'autres récits. Et même si le visage est celui d'autres personnes, je ne cesserai jamais d'être Nicolas Carré, et sans doute n'ai-je jamais cessé d'être Nicolas Carré. Mon identité ne m'appartient pas, ne m'a jamais appartenu. Ce qui fait mon identité est à tout le monde. Ce refus de la fixité, caractéristique de l'œuvre, est tel qu'il se manifeste jusqu'au stade de l'exposition, ainsi qu'à l'espace d'art contemporain Camille Lambert de Juvisy à l'automne 2009. À l'occasion de cette présentation de Missing Collection, qui se développe, je cite, comme une collection, qui développe une collection de peintures dont les images sont celles de sa propre histoire et de ses propres expositions, l'artiste adapte le fonctionnement de l'artothèque à l'espace d'exposition, invitant les spectateurs à emprunter en cours d'accrochage les portraits le représentant à l'âge de 2 ans, aussitôt remplacés par des monochromes blancs dans le centre d'art. Resituée à l'échelle de l'histoire de la peinture du XXe siècle, la substitution rejoue ironiquement la domination progressive de l'abstraction sur la figuration dans l'art moderniste. Le scénario de l'exposition du Juvisy pourrait ainsi se lire comme une partition ironique entre les espaces institutionnels acquis à l'abstraction et la collection particulière demeurant un lieu de résistance ou de repli pour la figuration. Au passage, on note que l'ensemble des 44 portraits a fait l'objet d'un emprunt au cours de l'exposition. Il y a fort à parier qu'un ensemble de portraits sérigraphiés ou même de monochromes blancs n'aurait pas rencontré le même succès. Mais une subtilité s'introduit ici qui vient mettre en cause l'aura du médium pictural, puisque l'ensemble des portraits est issu d'usines à peindre chinoises, de sorte que ce qui est proposé à l'emprunt est un produit made in China, ni tout à fait multiple, ni tout à fait original, qui met à mal les notions d'unicité et d'authenticité. Documentant scrupuleusement le parcours de l'œuvre, l'artiste photographie ainsi l'extérieur du domicile de l'emprunteur, qui fournit un nouveau motif à l'histoire de la collection. Mais ici, Édouard, à la différence de Louise Lawler et de sa série d'arrangements, tu ne pénètres pas chez les emprunteurs pour découvrir la manière dont la peinture cohabite avec l'intérieur, mais tes vues d'architecture ne livrent-elles pas néanmoins une sorte de portrait sociologique des propriétaires temporaires ? Oui, Missing Collection est une collection de portraits et un portrait de la collection. Donc pour souligner ce qu'a dit Camille, effectivement, tout ce qui a attrait et tout ce qui documente la collection devient objet de la collection puisque fait l'objet d'une peinture. Donc c'est une collection de portraits et un portrait de la collection. Et fait peindre les façades des maisons, donc des emprunteurs. Faire peindre ces façades est une façon de faire en même temps le portrait de ces derniers. Comme le visage rajeuni par la méthode de la gendarmerie scientifique, comme le visage peint par des employés d'entreprises chinoises, comme les façades des emprunteurs peints par ces mêmes employés, comme le carton qui contient les 44 portraits représentés par ces 6 faces, Missing Collection est une collection de masques. Finalement, considérer l'ensemble du projet Missing Collection invite à retracer son itinéraire. Né en Chine, les peintures sont présentées en région parisienne, du centre d'art de Juvisy au CNAI de Pantin, repassent par l'atelier de l'artiste et finalement les portraits élisent domicile à Limoges. Au même titre que ces étapes du périple sont documentés les moyens de transport, encassés en carton, dans lesquels les 44 portraits disparaissent dans le papier bulle, toute précaution logistique étant devenue matière et motif à peindre. L'exposition de Juvisy, qui consacre littéralement la disparition de la figure de l'artiste au profit de l'anonymat du monochrome, est emblématique de cette tendance à l'effacement de l'artiste et de sa subjectivité dans le travail d'Édouard Boyer. C'est en effet autour de la question de la construction de l'identité et plus particulièrement de celle de l'artiste que se cristallisent l'instabilité et la variabilité. Dans les titres d'un nombre important de séries, l'aspiration au devenir réinvente la figure de l'artiste à laquelle elle prête ici une activité professionnelle,
Pour Cover, il s'agit de devenir photographe. Dans le projet intitulé De la réalité, il s'agit de devenir un institut de sondage. Pour Information, devenir une agence de presse. Là, il s'agit de s'inventer un hobby, Missing Collection, devenir collectionneur, une fonction sociale, ma mission c'est devenir un ami, ou alors lui assigne une identité, artistique ou civile. Pour Snowy, il s'agit de devenir Willem, Nicolas Carré, on l'a vu, devenir Nicolas Carré, Le Cœur, devenir un mur, et Biographie, devenir Édouard Boyer. Le projet le plus ancien, Cover, ne semble qu'indirectement préoccupé par cette question d'identité si l'on en croit le protocole. Je cite, « Depuis 1966, Cover, devenir photographe, sélectionner les magazines aux couvertures comparables, agencer ses correspondances. » Et donc, pour expliquer un tout petit peu, effectivement, il s'agit d'apposer côte à côte deux couvertures de magazines, deux magazines d'après leur couverture et uniquement d'après leur couverture, qui ont une analogie formelle, forte, évidente, des fois très complexe, mais qui dépend de mes recherches et de mes décisions, c'est-à-dire effectivement de décider que c'est plutôt tel type d'analogie qui sera déterminante ou choisie. Pourtant, dans Cover, l'identité revient dans la polysémie du titre qui désigne à la fois la couverture des magazines comme celle de la fausse identité. Cover induit la reprise, l'emprunt, le masque, la surface, mais c'est essentiellement l'avènement d'une image, non pas cachée, mais invisible, avant le rapprochement des deux couvertures. Cette apparition de la troisième image, mentale, celle-là, informe à la fois les deux premières. C'est-à-dire que quand on a un magazine, on a une image, on est absorbé, on est critique, on est amusé, on est plein de choses, on est spectateur. Et quand on en a une autre, séparément, c'est la même chose. Mais quand les deux se rejoignent, tout d'un coup, il y a un phénomène que je remarque, ce qui n'était pas le but, mais qui se manifeste, c'est qu'il y a une troisième image qui apparaît et informe les deux premières. On ne lit plus la première quand on a vu les deux ensemble, de façon nouvelle, et apparaît comme leur cohérence. D'autre part, Cover compose et décompose aussi un portrait de celui qui veut devenir photographe, donc moi, par ses choix plus que par la maîtrise d'une technique de l'appareil, autrement dit par ses motivations subjectives qui me font opérer. Cet autoportrait se déploie lentement, année après année. Alors ici, je reprends tes mots, tu parles de l'avènement d'une image non pas cachée mais invisible. Et ce que tu évoques fait ici pour moi écho au troisième sens que Barthes identifie en 1970 dans certains photographes d'Ivan le Terrible de Sergei Eisenstein. Ce troisième sens ou sens obtus qui recouvrirait la signifiance et s'ajouterait à la signification et à la communication. Je le cite. « Je ne peux encore me détacher de l'image. Je lis, je reçois, probablement même en premier, évident, erratique et têtu, un troisième sens. Je ne sais quel est son signifié, du moins je n'arrive pas à le nommer, mais je vois bien les traits, les accidents signifiants dont ce signe dès lors incomplet est composé. Il me paraît ouvrir le champ du sens totalement, c'est-à-dire infiniment. » Dans Biographie, qui situe l'identité au corps du projet de devenir Édouard Boyer, l'écriture de soi est confiée aux autres, qui n'ont pas soin de retranscrire un vécu après coup, mais qui auraient le pouvoir de décider du futur à vivre, comme l'explicite le protocole. Je cite. « Biographie, la soumission comme forme de vie. Depuis 2000, j'ai mis en ligne un site par lequel il est possible d'infléchir et de parasiter le cours de ma vie en ordonnant ce que je dois vivre. À chaque commande correspondra tôt ou tard une réponse sous forme de photographie. Alors que la plupart des commandes partagent une syntaxe commune qui situe Édouard Boyer en sujet d'une action quelconque, la réponse de l'artiste n'advient pas sous la forme d'une collection d'autoportraits, mais d'images de vécu dans lesquelles il n'est pas le sujet photographié, mais l'œil et la main qui photographient l'expérience commanditée. Toutefois, les formulations ouvertes des commandes offrent une marge significative d'interprétation et donc de manœuvre à l'artiste. Au fil des quelques 900 images archivées, un ensemble d'ombres, de reflets,
d'écrans de fumée, de masques, chiffres et fragments de corps renvoient dos à dos exhibitionnisme et voyeurisme. Et même les photos les mieux informées demeurent suffisamment elliptiques et polysémiques pour que le commanditaire ou le spectateur bénéficient à leur tour d'une marge d'interprétation de l'image. Finalement, biographie s'apparenterait à une forme d'art relationnel performatif, fait d'échanges, de rendez-vous, d'invitations et de services, de défis, de fantasmes, qui livre un portrait en creux de son commanditaire autant que de son supposé modèle. Quant à déceler l'identité de l'artiste à travers cette base de données, on apprend autant, sinon davantage, des mots-clés que des images, dont l'indexation révèle une véritable mythologie personnelle et dresse le vrai portrait de celui qui procède de choix, d'écart, de délai et de décalage. Étant donné la grande liberté dans le choix d'interprétation des commandes donnant lieu à des contournements d'ordre poétique ou métaphorique, la soumission de biographie n'est-elle pas toute relative ? Édouard, quel statut revêt la commande dans ce projet, prétexte à la création ou lien social entre jeu de séduction et de défi ? La soumission du sujet à ses biographes est d'emblée ambiguë, alternative, incertaine, réversible, parce que ce sujet est vivant. Le biographe de biographie doit assumer de commander une vie au lieu de prétendre en rapporter ce qu'il en reste. Et en retour, le sujet de la biographie en question comprend l'ordre donné et le traduit, autrement dit le trahit. Et manifestement, la commande est libidinale. C'est pourquoi tant de commandes ont des accents érotiques, tant de commandes sont sous pseudonyme, et c'est pourquoi si peu de personnes osent le faire. L'écriture éclectique et collective, la fragmentation divergente des vues photographiques et l'identité mouvante forment un portrait dont la crise est permanente. C'est un film vivant, en montage constant. Se soumettre à des instructions et rédiger des protocoles, recevoir et passer commande, voilà autant d'actions qui inscrivent le travail de l'artiste dans le double héritage de l'art conceptuel des années 60, ponctué de statements, de contraintes et de protocoles, de notices d'œuvres, et de l'appropriation art de la Picture Generation des années 80. La commande et l'emprunt apparaissent ainsi comme les deux pôles du dessaisissement à l'appropriation, entre lesquels navigue l'œuvre d'Édouard Boyer. Considérés trop rapidement, ces procédés pourraient passer pour des stratégies de retrait, voire de défection, accréditant la thèse de la disparition préméditée de l'artiste. À l'inverse, ils sont le lieu de l'expression de la subjectivité de l'artiste. La commande, on l'a vu avec biographie, n'est en effet pas ici synonyme de lâcher prise, mais ménage une part confortable d'intervention et de liberté à son destinataire. Ton travail, Édouard, résulte majoritairement de commandes. Est-ce par principe de réalité économique ou ériges-tu cette règle en valeur idéologique issue d'une réflexion sur la valeur du travail ? En art, c'est intéressant d'être commandé, d'être conduit à exercer sa liberté, en regard d'un ordre, mais cette liberté n'étant sans fin ni pause, son exercice se prolonge en dehors du moment des commandes. Ainsi, les protocoles peuvent être activés pour préparer de futurs usages, comme le développement des dessins de Snowy, qui, je ne sais pas si on l'a précisé, consiste en l'augmentation du style d'un dessinateur vivant et célèbre qui s'appelle Willem. Donc cette augmentation du style passe par des dessins, passe par une pratique dessinée que je prolonge en dehors des commandes. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire muter le protocole lui-même et de rendre le protocole de cover sujet à des variations. La structure conceptuelle devient une série impressionniste. Alors on va cliquer sur le lien. Donc c'est un exemple. C'est un premier exemple, c'est une première. Donc c'est de faire. Donc le projet, c'est à l'avenir, à partir de maintenant, ce cadre conceptuel qui est le protocole, qui normalement est fixe, va évoluer, va se moirer, va se modifier, va peut-être non pas se contredire, mais va évoluer. Donc c'était cet exemple-là. Et cette manipulation et cette instauration de la variation du protocole que je voulais initier ici aujourd'hui.
Déléguant ou sous-traitant l'exécution de la majeure partie de sa production, l'artiste s'adresse à des experts et des professionnels à qui il confie la réalisation d'après-photographies de ses peintures et différents objets sculptés, imprimés, etc. Mais plus curieusement, il fait également concourir un large éventail de professions bien plus inattendues, du gendarme au morphopsychologue, en passant par l'huissier de justice, la consultante coach formatrice en ressources humaines, la cartomancienne, la prostituée, le maître chien. Or, avec quelques-uns de ces acteurs, il choisit de faire dérailler le mécanisme de la commande en insinuant un dérèglement des pratiques alors qu'il sollicite ses contributeurs à contre-emploi de leur rôle. Ainsi, dans Pour Travail, est-ce la nature du travail de la prostituée qui est transformée, comme l'indique le protocole ? Je cite, « Payer des prostituées pour effectuer un démaquillage, filmer les séances ». L'artiste déjoue les attentes de son interlocutrice en proposant la rémunération d'une autre forme de nudité et d'intimité que celle usuellement consommée. Pour le client ordinaire, le résultat est 2 fois décevant, puisque le film tourné en caméra infrarouge confisque l'image du démaquillage, rendue quasiment invisible. Alors que la commande soulignait la vulnérabilité de la prostituée, exposée à tous les caprices et toutes les perversions, ces images dégradées la libèrent finalement du joug de l'instrumentalisation. Solliciter des partenaires extérieurs et étrangers à ta démarche ne représente-t-il pas une prise de risque certaine qui introduit un degré de variabilité plus grand dans l'œuvre, dont le développement est d'autant plus susceptible de t'échapper que la participation des tiers est imprévisible et incertaine ? La dépossession, c'est d'abord cette prise de risque. Autrement dit, cette chance de découvrir et de penser à nouveau le projet à partir de l'appropriation du projet par un autre et par l'inattendu qui est ainsi programmé par mes protocoles. Par exemple, Nicolas Carré est un bon exemple. Il s'intègre dans différents supports, revues, journaux, en devenant cohérent avec leur mise en forme, la forme des journaux. Il devient approprié. Ainsi, en s'intégrant dans un monde multiple, il doit multiplier les cohérences locales, ponctuelles, et se métamorphose à chaque apparition. Le photographe fait une image, l'écrivain apporte un récit, le magazine choisit une image et un texte qui lui conviennent, puis ils intègrent dans une maquette qui en détermine la réception. Nicolas Carré a un seul nom, un seul visage, même si celui-ci varie au gré des auteurs et au gré du temps, et il a un seul rôle, être témoin. Mais ces représentations diffèrent entre elles. Or, Nicolas Carré témoigne d'abord d'une cohérence profonde, l'accueil de la multitude. Tout comme la commande et la délégation réservent à l'artiste un espace critique important, le procédé de l'emprunt, récurrent dans sa pratique, dénote paradoxalement l'expression d'une subtile subjectivité. Dans le projet intitulé Nicolas Carré, donc, il est question d'identité d'emprunt. Ainsi, depuis 2004, par suite d'un quiproquo, Édouard Boyer apparaît-il épisodiquement dans la presse sous le nom de Nicolas Carré, successivement décrit comme professeur de technologie dans un collège à Noisy-le-Sec, père de famille à l'affût de bonnes affaires sur Internet, touriste rescapé d'une attaque d'un ours à Montréal, etc. Apparemment anodines, ces infiltrations sont le produit d'une association entre l'artiste et quelques complices renouvelés qui, bien avant que ne s'intensifie le phénomène numérique des fake news, parsèment les colonnes de la presse d'informations fallacieuses, satires sociales de faits divers et discrets reflets amusés de notre quotidien. Dès 2002, le projet Missing avait déjà réinventé les traits de l'artiste dans, je cite, une collection de portraits qui vieillissent ou rajeunissent le visage d'Édouard Boyer selon les techniques développées par la Gendarmerie nationale pour les enfants disparus. Élaborés dans l'intention annoncée de disparaître, ces portraits s'apparentent à des visages fictifs d'emprunt dont le calcul informatique, en dépit de sa précision scientifique, ne recouvre aucune réalité physique, mais convertit, selon l'expression de l'artiste, la carte d'identité en cartographie des possibles. Avec Snowy, il ne s'agit plus d'usurpation d'identité ou d'identité fictionnelle, mais d'appropriation stylistique. Avec l'accord de l'intéressé, Édouard Boyer emprunte son trait au dessinateur et caricaturiste de presse Willem, selon le protocole suivant. Acquérir le style du dessinateur de presse Willem, produire des dessins uniquement et définitivement dans ce style, organiser cette production dessinée sous une forme de base de données,
activé cet outil appelé Snowy pour Snowy is not Willem en proposant l'usage. Fin de citation. Une fois encore, le retrait d'Édouard Boyer à travers ce style ready-made n'est que de façade. L'exercice ne relève pas de la copie, mais bien de l'interprétation à la manière d'eux, que l'artiste désigne comme une forme d'augmentation de Willem en dehors de lui-même. Comme le précise le dernier point du protocole, cette vaste banque d'images a vocation à son tour à devenir source d'appropriation. Dans Snowy et Strip, elle ouvre un dialogue avec des auteurs, invités à composer des critiques du projet et à créer des comic strips. Elle fait aussi le jeu des jeunes pensionnaires du centre hospitalier Théophile Roussel dans le projet Blanche et sert encore de support à des agences publicitaires et à la coach formatrice en ressources humaines dans Nos Valeurs. J'ai été trop vite, pardon. Dans Nos Valeurs, hébergées à la Fondation Ricard. Enfin, aux mains de la cartomancienne et de l'huissier de justice, respectivement convoqués dans Fortune et Adamique, c'est au hasard du tirage au sort et à la plus grande variabilité que sont livrées ces images. Dans ce même registre de l'emprunt, tandis que Snowy procède d'un travail d'adaptation, le projet Dixit revendique une forme directe d'appropriation. Tout le monde parle et les paroles sont à tout le monde. Il faut transmettre les paroles d'un auteur sans le citer ou en le citant. Enfin, c'est un territoire d'emprunt que met en jeu Berline à travers le projet de créer une colonie instable et mouvante, occupant un territoire sans cesse reconfiguré, on l'a vu tout à l'heure. L'appropriation est aussi celle du corps de l'autre, avec l'acte de tatouage par lequel l'artiste y appose littéralement sa marque. Et bien que la forme en soit générique, il ne peut être fortuit qu'il s'agisse d'une dent qui fait partie des 3 identifiants primaires avec les empreintes digitales et l'ADN. Souvent situé dans le rôle de celui qui emprunte, tu te fais également prêteur, ainsi que dans l'exposition Missing Collection de Juvisy, ou lorsque tu mets à disposition la banque d'images de Snowy. Te reconnais-tu dans le concept d'art relationnel ? Mon travail est éloigné de la bienveillance envers le spectateur qu'a produit l'esthétique relationnelle. Bienveillance et connivence envers son plaisir et son statut de spectateur. Néanmoins, la reconnaissance de la relation au détriment de l'objet, la valorisation de la situation au détriment de l'objet d'art unique et appropriable, l'agencement collectif plutôt que l'expression de l'auteur avec le partage sont bien entendu des forces précieuses contre la tristesse de la possession. On entend beaucoup, c'est mon style, mon œuvre, c'est ma communauté, je lui appartiens, c'est mon combat et non le tien, abandonne-le, n'y touche pas, laisse-le moi. Alors que je n'appartiens pas à une communauté, aucune communauté ne m'appartient, je est légion, je est un nous, et l'emprunt et la reprise sont les exercices naturels de cette dépossession. Considérer l'ensemble de ton œuvre donne l'impression que ta main prend, mais ne fait pas. Selon cette logique, ton travail confère une place importante au médium photographique qui privilégie une approche et une sensibilité décrite par l'artiste conceptuel américain Douglas Weibler comme sans décision esthétique de la part du photographe. Et quand d'aventure tu te risques sur le terrain pictural, c'est pour en miner l'octorialité par une entreprise industrielle de sous-traitance chinoise, de même que lorsque tu t'empares du dessin, ce n'est pas comme signature ou marque d'une singularité créatrice, mais pour déployer un style d'emprunt. Conduite d'emprunt, nom, visage, style, langue et territoire d'emprunt. Cette économie du réemploi pourrait résulter d'une poétique décroissante, répondant à cette écrasante impression de trop-plein exprimée par Douglas Weibler et à sa suite par les artistes appropriationnistes américains, refusant d'ajouter à la surcharge du monde capitaliste et de sa société de production de masse. Mais au contraire, tes séries relèvent d'une logique inflationniste dont le développement prend la forme de collections pléthoriques et de banques d'images inépuisables. Comment résous-tu ce qui peut apparaître comme une contradiction ? Eh bien, je préfère accroître l'expérience de la dépossession plutôt que réduire le nombre des objets qui, eux, ne désignent que les possédants et les possédés. Les réseaux sociaux, les moteurs de recherche donnent accès à une reproduction illimitée des œuvres, mais ne conduisent pas à une dépossession de masse. Le travail de la dépossession est encore un petit travail, un travail marginal dans le champ de l'art, une petite entreprise insensible à l'inflation de la starification pop.
Par exemple, tu parlais tout à l'heure de Snowy. Snowy est une production croissante, effectivement, croissante de dessins, dont chacun est l'affirmation d'un trouble de la signature entre Willem et mon développement de son style. Autre exemple, Geste 1 fait la promotion d'un geste, c'est son but, sa destinée, faire la promotion d'un geste inventé par de nombreuses publicités dans les magazines, en vue d'être repris par d'autres auteurs, en vue d'un partage à venir, et dont les effets commencent à apparaître. Enfin, une dernière question en guise de conclusion. Tu diffuses sous toutes les formes possibles une image de menace au revolver. Tu imagines une biotaxe imposant le chiffre d'affaires d'entreprise à la seule fin, je cite, de vivre ta vie. Tu détournes un agent de police, puis une prostituée de leur travail. Tu t'appropries les technologies d'identification de la gendarmerie. Tu fais mine de remettre ton sort entre les mains de commanditaires inconnus. Tu entreprends de coloniser les régions du monde au passé aussi investies que l'Allemagne et le Maroc. En cela, ton travail partage quelque affinité avec un certain dandysme, jouant à transgresser l'autorité, défier la loi et titiller les conventions et la morale. Finalement, la place dévolue à la variabilité et à l'instabilité, devenues des caractéristiques essentielles de ton travail, ne s'inscrit-elle pas dans cette même perspective qui gouverne la cohérence de ton œuvre évolutive et collaborative, ouverte à la rencontre, à la fluctuation et au risque ? L'autorité, le règne de l'auteur n'est imaginé que pour combler un vide imaginaire, celui qui séparerait les êtres et leur création, qui séparerait les êtres entre eux et leur création entre elles, et qui les rendrait ainsi autonomes, singulières et identifiables. Le pouvoir de l'auteur serait cette force, cette foi qu'il faut pour relier ces identités différentes. Voilà ma singularité. Prière de la respecter, car cette forme-là, à partir de maintenant, est à moi. Je reconnais au contraire que telle ou telle forme est sous ma responsabilité, mais ponctuellement, temporairement et sans exclusivité. Ainsi, mon travail ne se définit pas comme une transgression, ni comme une opposition à l'autorité de l'auteur, mais bien plutôt comme l'expérience joyeuse de sa fiction. Mon travail est éclectique, divergent, multiple, mais il est cohérent, non pas parce que j'en serais l'auteur, parce que j'en serais le point de fuite, mais parce qu'en réalité, les formes, toutes les formes que l'on croit créer, mais que l'on trouve et que l'on reprend, échappent au titre de propriété et évoluent sans cesse. Mon travail est cohérent parce qu'il ne veut suivre rien d'autre que cette fluidité. Voilà, merci. 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 Nous avons très très peu de temps pour l'échange, questions. Peut-être une remarque, une question avant de couper cette demi-journée. Je sais pas si vous avez des éléments à rajouter pour ne pas être dans la frustration de ce temps de parole qui vous était imparti vis-à-vis donc de à la fois ces identités et ces écritures caméléons et tout autant cette œuvre inflationniste. Non, mais parce que là, il est tard. Mais je peux à ce moment-là vous inviter, parce que je sais qu'on a été quand même assez lapidaire, enfin plutôt disons assez rapide sur certaines présentations de travaux et de protocoles. Et donc, pour mieux les comprendre, on peut aller sur mon site. On envoie des images et puis des explications. Camille, je vous remercie beaucoup. Je répondrai à toutes vos questions si vous voulez savoir à quel jour on a joué, mais on peut faire ça au moment du déjeuner.